spent nearly 2.5 minutes detailing a Hogan family war. She seemingly blames part of her estrangement from daughter Brooke on ex-Hulk Hogan, aka... C'est terminé. Pour toujours. Hulk Hogan, un nom associé à l'héroïsme américain, a été condamné. Mais ce n'est pas une victoire, c'est une tragédie. Et tout cela grâce au secret qu'il a entraîné dans son sillage, sa fille Brooke. De nouvelles preuves ont émergé, pointant du doigt la participation de Brooke dans certaines des affaires les plus sombres de son père. Peut-elle échapper à l'ombre de la honte paternelle? Qu'est-ce qui l'a tiré dans cette tourmente? Explorons ensemble cette descente, la montée et la chute de la famille légendaire du catch américain. Ce n'était pas seulement le deuil qui avait frappé la fille de Hulk Hogan après sa mort. C'était un fardeau, et il semble que Brooke puisse bientôt faire face à de longues années derrière les barreaux. Pour comprendre ce dont elle doit se défendre, remontons au temps doré du catch professionnel. Une époque où Terry Jane Bollea se transformait en Hulk Hogan, devenant le visage le plus connu du divertissement sportif. Né le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie, Hogan est devenu bien plus qu'une star du catch, un phénomène culturel. Sa moustache emblématique, son foulard et le cri de ralliement « Hulkamania » en firent le symbole de la Fédération mondiale de catch, WWF, durant son explosion dans les années 80. Mais derrière les projecteurs, l'homme qui prêchait l'entraînement, la prière et les vitamines construisait une famille qui devait finalement devenir sa perte. En 1983, Hogan épousa Linda Clarage, hôtesse de l'air, qui resta à ses côtés pendant qu'il conquérait le monde du catch. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Brooke Ellen Blea, né le 5 mai 1988, et Nicholas Allen Blea, né le 27 juillet 1990. Pendant des années, les Hogan incarnèrent le rêve américain. Hulk était le héros absolu, Linda, la femme dévouée et mère attentionnée. Leurs enfants étaient préparés à des carrières dans le divertissement, Brooke montrant dès son jeune âge des talents de chanteuse et d'actrice. La famille vivait dans une luxueuse maison à Clearwater, en Floride, semblant incarner la vie parfaite. Laisser les caméras entrer chez eux pour la série documentaire VH1 Hogan Knows Best *, diffusée en 2005, s'avéra être une lame à double tranchant. Bien que le public découvre une vision intime de la vie quotidienne des Hogan, cela révéla aussi des fissures sous leur façade. On vit la nature surprotectrice de Hulk envers Brooke, notamment l'installation d'un traceur GPS dans sa voiture. La série montrait Hulk comme un père affectueux, mais contrôlant. Dans un épisode, on assista à sa colère presque incontrôlable lorsqu'elle ramena des prétendants potentiels. La série devint le programme le plus regardé de VH1, mais également une fenêtre ouverte sur une famille profondément dysfonctionnelle. Brooke, âgée de 16 ans quand la série commença, traversa son adolescence sous l'œil vigilant de son père et sous les regards du public national. Elle termina le lycée à 16 ans et poursuivit sa carrière musicale. Son spin-off, Brooke Knows Best *, diffusé en 2008, mettait en scène sa tentative de construire une carrière tout en faisant face aux tumultes familiaux. On y voyait une jeune femme en proie à la lutte pour définir son identité, loin d'un cadre familial toxique. Les spectateurs percevaient la tension sur son visage, la charge émotionnelle d'être la sœur responsable. Alors que l'image publique de la famille s'effritait, Brooke tenta de s'en distancer, se concentrant sur sa carrière. La série s'arrêta en 2009, mais les dégâts étaient irréversibles. Pendant ce temps, Hulk luttait contre ses propres démons. Il avoua plus tard avoir eu des pensées suicidaires, et des amis rapportèrent qu'il souffrait de dépression et d'isolement. L'homme autrefois célébré comme héros national était devenu un idole tombé. Mais ce qui allait suivre serait encore pire. Le scandale raciste de 2015 n'était pas un événement isolé. C'était l'aboutissement d'années de comportements répétés. Ce n'était pas seulement une question de dysfonction familiale. C'était du racisme, de la trahison, et la vérité la plus hideuse sur Hulk Hogan. Le scandale remontait à plusieurs années, mais ne fut révélé qu'en 2015. Le National Enquirer publia des extraits d'enregistrements audio réalisés lors d'un entretien entre Hogan et Heather Clem, la femme de son ami Bubba The Love Sponge. Made some pretty wild claims. He's a complete liar. He is a... Ces enregistrements révélèrent un Hulk Hogan si choquant qu'ils effacèrent pratiquement sa carrière et ruinèrent sa relation avec sa fille. Les enregistrements capturaient Hogan utilisant répétitivement des termes racistes, y compris le mot raciste, nigger, alors qu'il discutait de la vie amoureuse de Brooke.
Ce n'était pas seulement le langage, c'était le contexte et les propos odieux qu'il tenait à l'encontre de sa propre fille. Dans ces conversations, Hogan exprimait son dégoût à l'idée que Brooke puisse sortir avec un homme noir, employant des expressions offensantes et la traitant de « traînée » pour ses choix amoureux. La réaction immédiate fut désastreuse. Le 24 juillet 2015, WWE licencia Hogan, l'exclut de la salle de la renommée et supprima toute mention de lui sur son site web et ses produits. Ce n'était pas une suspension, c'était un effacement total d'un personnage central de l'histoire du catch. La réaction de Brooke fut particulièrement douloureuse, car les propos racistes concernaient directement sa personne. Au départ, elle défendit publiquement son père, disant « Je ne soutiens pas ce qu'il a dit, mais c'est mon père. » J.E.L.M. Elle écrivit même un poème sur Facebook, insistant sur le pardon. Mais plus tard, elle admira avoir été trompée et manipulée. Se rendre compte qu'elle avait défendu publiquement quelqu'un qui parlait d'elle de façon si abjecte fut une blessure profonde. Hulk tenta d'expliquer ses actes en disant « J'étais au plus bas de ma vie. Ma vie privée était détruite. J'étais très en colère contre ma fille. Je suis bouleversé par une situation. » Mais ces explications furent jugées insuffisantes et manquèrent totalement de prise de responsabilité. Ce scandale n'était pas isolé. Il survint au milieu d'autres crises familiales déjà existantes. Les enregistrements furent faits pendant la même période où son fils Nick faisait face aux conséquences de son accident de voiture et où la famille traversait un divorce amer. Aujourd'hui, des années plus tard, de nouvelles preuves ont émergé, reliant Brooke aux affaires financières de son père, notamment des allégations de fraude fiscale et d'endorsements illégaux. Des sources proches de l'enquête affirment que Brooke connaissait ces agissements et y a activement participé, en aidant à dissimuler des revenus et à éviter de payer des impôts. Bien que Brooke ait constamment nié toute implication faux, les preuves semblent accablantes. Les accusations portées contre Brooke incluent la conspiration pour commettre une fraude fiscale, le blanchiment d'argent et l'obstruction à la justice. En cas de condamnation, elle risque une peine de prison importante ainsi que des amendes sévères. L'équipe juridique représentant Brooke affirme son innocence, arguant qu'elle a été manipulée par son père et ignorait les activités illégales. Le legs de Hulk Hogan est désormais irrémédiablement entaché, et maintenant, sa fille doit faire face aux conséquences de ses actes. La salle d'audience sera le théâtre de l'acte final de ce drame tragique. Pourra-t-elle échapper à l'ombre des crimes de son père? Ou devra-t-elle aussi payer le prix d'une vie passée sous les projecteurs? Le juge a parlé. Brooke Blair Hogan a été reconnu coupable sur plusieurs chefs d'accusation liés à la conspiration et à la fraude. La salle s'est emplie de murmures choqués lorsque le verdict a été lu, témoignant glaçant de la chute d'une famille autrefois célébrée. Last sentence? 5 ans de prison fédérale. Ce n'est pas seulement un résultat judiciaire, c'est une condamnation d'une vie enchevêtrée dans la tromperie et le scandale. Les échos de Hulkamania se mêlent désormais au cliquetis des portes d'une prison fédérale, rappelant avec force que personne n'est au-dessus de la loi, pas même un icône du catch et sa fille. Le rêve américain semble parfois se transformer en cauchemar. Son choix de prioriser le bien-être de ses enfants et de créer un environnement sûr et aimant pour eux témoigne de sa résilience et de sa force. Le legs de l'industrie du catch ne repose pas uniquement sur le spectacle de l'athlétisme ou la création de personnalités grandioses. Il s'agit d'un tissu complexe tissé de traumatismes physiques et émotionnels, d'instabilité financière et de... He's such a hero, right? Not. No response from Hulk on the claims, but Les histoires de catcheurs comme Chris Adams ou Billy Jack Haynes servent de rappel brutal de l'aspect sombre de l'industrie et des conséquences dévastatrices d'ego incontrôlé, de la dépendance aux substances et de la violence banalisée. L'accent culturel mis sur la masculinité, les pressions liées à un voyage incessant et la précarité économique contribuent tous à un environnement toxique qui perpétue des cycles d'abus et de dysfonction. La normalisation de l'utilisation de stéroïdes et le manque de soutien psychologique adéquat aggravent encore davantage le problème, laissant les catcheurs et leurs familles lutter contre les effets physiques et émotionnels d'une profession exigeante et souvent impitoyable. Les tragédies qui ont frappé le monde du catch ne sont pas des incidents isolés. Elles reflètent un problème systémique plus profond qui exige attention et réforme. L'émergence de politiques de bien-être et de services de conseil au sein de WWE représente une première étape dans la bonne direction. Mais un véritable changement nécessite un basculement culturel, une volonté de faire face à des vérités inconfortables et un engagement à placer le bien-être des performés et de leurs familles avant tout.
Les récits de Nikki Garcia et de son expérience avec Arden Shines, ainsi que le drame meurtrier de Chris Penoy, soulignent l'urgence d'aborder la violence conjugale et de fournir un soutien aux victimes et survivants. Le catch n'est pas un univers séparé de la société, il en reflète les mêmes défis, inégalités, abus, violence. La fondation même de l'hypermasculinité dans ce domaine doit être déconstruite afin de briser ce cycle. La fréquence de ces événements met en lumière la nécessité d'examens plus rigoureux des antécédents, de thérapies obligatoires pour les performer et d'une sensibilisation accrue aux ressources en santé mentale. Le statut d'indépendant, structure courante dans le catch, a souvent laissé les performés vulnérables et sans protection adéquate, aggravant leurs difficultés financières et renforçant leur dépendance à des mécanismes de coping malsains. Un changement vers une structure plus protectrice et bienveillante, qui place le bien-être des performés au-dessus des bénéfices à court terme, est essentiel pour créer une industrie plus saine et durable. Même les figures les plus emblématiques comme Hulk Hogan n'étaient pas immunisées contre les défis de cette culture. Son parcours, marqué par des périodes d'immense succès et de profondes luttes personnelles, constitue un avertissement sur les effets corrosifs de la notoriété, de l'ego et du comportement incontrôlé. L'éloignement qui a caractérisé les dernières années de sa vie, et l'absence totale de réconciliation à sa mort, soulignent les conséquences durables de la trahison de confiance et du traumatisme non résolu. Il serait juste de dire que, dans certains aspects, tout le legs de Hulk a été terni par ses faiblesses. Malgré toutes ses réalisations, une ombre indéniable plane sur sa carrière. En fin de compte, l'avenir du catch professionnel dépend de sa capacité à tirer les leçons du passé et à instaurer une culture d'intégrité, de soutien et de respect. Les histoires de ceux qui ont souffert, catcheurs, épouses, enfants, exigent un bilan. Le besoin de changement va bien au-delà de la protection de l'image de l'industrie. Il s'agit de protéger le bien-être des individus qui consacrent leur vie à ce spectacle. La normalisation des comportements toxiques, stéroïdes, voyages incessants, relations instables, doit devenir un vestige du passé. En regardant vers l'avenir, il est essentiel de reconnaître les défis uniques auxquels sont confrontés les enfants des catcheurs. Grandir dans un monde de voyages constants, de pression intense et de relations souvent chaotiques laisse une empreinte durable. La nécessité d'une thérapie spécialisée et d'un soutien adapté pour ces enfants est primordiale. Ils méritent la possibilité de rompre les cycles de traumatisme et de construire des vies saines et épanouissantes. Le choix de Brooke Hogan de couper les liens avec son père et de l'exclure de son testament témoigne de la force et de la résilience de personnes déterminées à façonner un avenir meilleur pour elles-mêmes et leurs enfants. C'est un acte de reprise de contrôle et de refus d'un héritage marqué par l'abus et la dysfonction. Les décisions prises par les individus face à l'adversité parlent souvent plus fort que des mots sur leurs valeurs et leur engagement à créer un monde plus And in 2015, Hulk was fired by the WWE after a racist rant involving his daughter's dating life. Bien que les événements tragiques, les événements entourant la vie et la mort de Hulk Hogan ont jeté une ombre sombre sur la communauté du catch, mais ils servent également de catalyseur pour le changement. Le besoin de démanteler la culture toxique qui a longtemps infecté l'industrie est plus pressant que jamais. En mettant au premier plan le bien-être des athlètes, en favorisant une culture d'accountabilité et en offrant un soutien aux victimes et aux survivants, le monde du catch peut commencer à guérir et à construire un avenir plus durable et équitable. L'ombre persistante portée sur le nom de Hulk Hogan pourrait toujours subsister, mais l'espoir réside dans les leçons que ces événements nous enseignent et dans les mesures prises pour bâtir une industrie plus saine à l'avenir. Sa mort marque la fin d'une ère, mais elle signale aussi un moment critique où le monde du catch doit affronter ses démons et embrasser un chemin plus lumineux. En définitive, le legs du catch professionnel ne sera pas seulement défini par ses moments spectaculaires, mais aussi par sa capacité à apprendre de son passé et à créer un monde où le bien-être des individus prime sur le spectacle de l'athlétisme. Les répercussions du décès de Hulk Hogan ne concernent pas seulement la fin d'une carrière. Elles constituent un rappel brutal d'une culture en crise. Les actions de Brooke Hogan, sa décision de rompre les liens avec son père et de l'exclure de son testament, bien qu'intimement personnel, portent un message puissant, presque universel, que la guérison et l'établissement d'un avenir libéré des chaînes du passé sont primordiaux. Il s'agit d'une reprise de soi, d'un refus catégorique de perpétuer des cycles de douleur et de dysfonction. La force nécessaire pour prendre une telle décision, surtout dans le contexte hautement public du catch, ne doit pas être sous-estimée.
Cela représente un tournant, une volonté de privilégier le bien-être au patrimoine et la santé à long terme d'une famille plutôt que les complexités d'une relation tendue et fracturée. Ce n'est pas simplement une histoire entre père et fille. C'est un microcosme des problèmes plus vastes qui minent l'industrie. Les voyages incessants, la pression constante, les relations instables, ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils étaient les réalités normalisées pour beaucoup au sein du monde du catch. Le rythme exigeant seul prend un lourd tribut, séparant les familles et laissant les enfants se sentir négligés et déplacés. Imaginez grandir dans un état permanent de transition, sans jamais avoir de base stable, constamment entouré du spectacle et du drame d'une profession qui prospère sur des personnages hors normes et souvent des frontières floues entre réalité et représentation. C'est une éducation particulière qui sacrifie fréquemment la normalité sur l'autel de l'ambition et de l'entertainment. La dépendance aux substances dopantes a également jeté une ombre longue et destructrice. Bien que le discours autour des stéroïdes ait évolué au fil des ans, l'impact historique sur les individus, les familles et la réputation de l'industrie reste indéniable. La pression pour maintenir une certaine silhouette, pour incarner idéalement l'athlétisme et la force, a créé un environnement où les raccourcis étaient souvent pris et les conséquences fréquemment ignorées. Ces choix ont eu des conséquences désastreuses, non seulement pour ceux qui ont mal utilisé ces substances, mais aussi pour ceux qui en ont été les témoins ou les victimes collatérales, conjoints, enfants, camarades de travail qui ont vu de près les effets physiques et émotionnels. La communauté du catch, pour tout son théâtre et sa mise en scène, manque souvent des filets de sécurité et des systèmes de soutien nécessaires pour faire face à ces défis. La culture du silence, l'entente tacite selon laquelle certains comportements faisaient partie du métier, a servi à protéger l'image de l'industrie tout en renforçant un système d'abus et d'exploitation. Ceux qui osaient parler étaient souvent étouffés ou marginalisés, renforçant ainsi l'idée que souffrir en silence était la seule option viable. Cette atmosphère de peur et d'intimidation a empêché tout changement significatif pendant trop longtemps. Le besoin de thérapie spécialisée et de soutien pour les enfants des catcheurs n'est pas seulement une démarche compassionnelle, c'est un investissement crucial dans l'avenir de l'industrie. Ces jeunes gens ont assisté à des événements et vécu des expériences qui seraient considérées comme traumatisantes même pour des adultes. Ils sont exposés aux complexités de la célébrité, à la pression du regard public et souvent à l'instabilité of her parents, posting her own side of the story, quote, "I have been extremely verbally and mentally abused since childhood. Sadly, it would frequently turn physical." Fournir à ces enfants les outils et les ressources nécessaires pour traiter leurs expériences et développer des mécanismes de coping sains est essentiel pour leur bien-être à long terme. Il s'agit de briser le cycle du traumatisme, permettant à ces enfants de construire des vies libres des ombres des luttes de leurs parents. La décision de Brooke Hogan reflète un besoin plus large d'accountabilité au sein de l'industrie. Pendant trop longtemps, les catcheurs ont bénéficié d'un niveau d'impunité qui les a protégés des conséquences de leurs actes. Bien que divertir des millions ait toujours été la priorité, le coût a souvent été supporté par ceux qui étaient le plus proches des athlètes. Il est temps de reconnaître que divertir la masse ne justifie pas un comportement nuisible. Il est temps de tenir les individus responsables de leurs actes, quelle que soit leur notoriété ou popularité. Il ne s'agit pas de diaboliser qui que ce soit, mais de fixer des limites claires et de favoriser une culture de respect et de responsabilité. Le décès de Hulk Hogan, bien que profondément douloureux, offre une opportunité d'introspection et de changement. C'est une chance de faire face aux démons de l'industrie et de bâtir un avenir où le bien-être des performés prime sur le spectacle de l'athlétisme. C'est une occasion d'apprendre des erreurs du passé et de créer une culture d'accountabilité, de soutien et de respect. C'est une chance d'honorer le souvenir de ceux qui ont souffert en créant un environnement plus sûr et plus équitable pour ceux qui viendront après eux. Les défis ne consistent pas seulement à réformer la culture. Ils exigent une transformation fondamentale de l'état d'esprit qui a permis ces problèmes de perdurer. Pour persister si longtemps, il s'agit de démanteler le mythe du lutteur invincible, au-dessus de tout, et de reconnaître que ces individus sont, au fond, des êtres humains vulnérables, faillibles. Il s'agit de cultiver l'empathie et la compréhension, en reconnaissant que chacun mérite d'être traité avec dignité et respect, indépendamment de sa position ou de son métier. À l'horizon, l'avenir de la lutte professionnelle dépend de la volonté de l'industrie à embrasser le changement. Cela exige un engagement à créer une culture où les artistes se sentent en sécurité pour parler, où les victimes sont soutenues,
et où la responsabilité est effective. Cela demande un changement de priorité, plaçant le bien-être des personnes au-dessus des exigences et divertissement. Il faut reconnaître que la santé à long terme de l'industrie repose sur la santé et le bonheur de ceux qui consacrent leur vie à ce monde. Il s'agit d'assurer que le spectacle ne se fasse pas au détriment de la dignité humaine. Le legs de la lutte professionnelle n'est pas seulement défini par les combats légendaires ou les moments emblématiques. Il est défini par la manière dont l'industrie traite ses membres. Les histoires de ceux qui ont souffert, les lutteurs, les époux, les enfants exigent une mise au point. La normalisation de comportements toxiques, les stéroïdes, les voyages incessants, les relations instables, doit devenir un vestige d'une époque révolue. L'espoir ne réside pas seulement dans le souvenir des moments spectaculaires, mais aussi dans la reconnaissance du prix payé. C'est une preuve du besoin de compassion et de compréhension, ainsi qu'un engagement à bâtir un avenir plus durable et plus équitable. L'ombre longue laissée par ces questions ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais grâce à des efforts concertés et à un engagement sincère au changement, le monde de la lutte peut commencer à guérir et à tracer un chemin plus lumineux. Les leçons tirées de ces tragédies doivent devenir la base d'une nouvelle ère, une ère où le rugissement de la foule sera égalé par la force silencieuse d'une communauté bienveillante et responsable. Le verdict rendu en cour n'était pas seulement concernant la peine infligée à Brooke Hogan. Il reflétait de façon frappante une culture en crise, un écho douloureux d'un héritage terni par des secrets et des failles systémiques. Alors que les portes de la prison fédérale claquent derrière elle, nous sommes confrontés à une question troublante. La lutte professionnelle peut-elle vraiment évoluer au-delà du spectacle en reconnaissant le coût humain profond de son divertissement? Les choix faits par ceux qui vivent dans ce monde, les artistes, les familles, les dirigeants de l'industrie définiront finalement son avenir, exigeant un engagement à la responsabilité, au soutien, et une véritable prise de conscience des ombres qui ont longtemps voilé